Alors, bon, je vous rappelle que la semaine prochaine, pour essayer de boucler tout ce que j'ai à dire, j'occuperai les 2 heures. Je vous rappelle aussi que nous aurons encore un colloque sur le sujet pour terminer cette année qui aura lieu le 12 mai, toute la journée, ici même, avec une série d'invités qui... Bon, j'avais plutôt concentré les Parisiens de semaine en semaine, et dans le colloque du 12 mai, il y aura beaucoup de gens qui viendront de plus loin. Alors, le dernier invité pour la partie séminaire de cette recherche sur le chiffonnier, c'est Vincent Lenné, qui est maître de conférence à l'université Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. Alors, bon, j'ai cité Nodier à différentes reprises dans ce cours. Il est l'un de ceux qui importent dans cette configuration. Et donc, je voulais qu'il en fût question un jour ou l'autre, soit dans le cours, dans le séminaire ou dans le colloque. Et Vincent Lenné, si je l'ai invité, c'est parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage qui, je pense, était sa thèse, intitulé « L'arsenal romantique, le salon de Charles Nodier ». Ah ben, le salon de Charles Nodier, il y avait figuré Francis V, dont je parlais tout à l'heure, qui avait été introduit à la vie littéraire parisienne grâce à ce salon de Charles Nodier. J'ai cité tout à l'heure le bibliomane de Charles Nodier en 1831 dans Paris ou le livre des 101. Il est donc bien au centre de cette configuration du chiffonnage. Vincent Lenné est aussi l'auteur, plus récemment, de L'âge des cénacles avec Anthony Glinoer chez Fayard. Son titre est donc tout simplement Nodier Biffin. Vous avez la parole. Merci. À la page 154 d'un petit livre que vous avez sans doute tous lu l'été dernier, dans un chapitre intitulé « Rébus au rebut », on peut lire ceci, Charles Nodier, fameux chiffonnier littéraire. Alors je travaille depuis un certain nombre d'années, comme il vient d'être dit, sur cet écrivain, auteur de livres fameux en leur temps, hein, mais des livres qui sont quand même plus ou moins oubliés aujourd'hui. Est-ce qu'on dirait jeté au rebut, c'est exagéré, mais qui a lu La Fée aux miettes, qui lit encore l'histoire du roi de Bohême, ou même Jean Bogart en 1818, j'ai quelques doutes. À vrai dire, je n'ai jamais rencontré l'expression chiffonnier littéraire sous la plume de Lamartine, Hugo, Sainte-Beuve, Musset, Dumas, Nerval et j'en passe, dans les textes très nombreux qui ont été consacrés à la mémoire de celui qu'on a nommé le parrain du romantisme. D'où mon embarras. Ce mot de fameux m'a plongé, je dois dire, dans un premier temps, dans le désarroi. Jusqu'au moment où je me suis rappelé 2 dessins que je n'avais songé jusqu'à présent, que je n'avais pas songé jusqu'à présent à rapprocher. Je voudrais vous les montrer. Le premier dessin est un dessin réalisé par un familier de l'Arsenal. Il n'a été publié qu'une seule fois dans le numéro 304 des Cahiers du Sud en 1950. Et il montre Nodier, passé la soixantaine, accablé, marchant lentement, en trébuchant, comme il a été dit tout à l'heure, à la manière un peu du chiffonnier. Le second est une illustration qui figure à la toute fin de l'histoire du roi de Bohême et de ses 7 châteaux, dont je reparlerai assez longuement, mais non pas dans l'édition originale de 1830, Noël de Langle, mais dans l'édition posthume de 1852. Alors, l'une montre Nodier dans la posture du chiffonnier et l'autre se saisit
de la figure du chiffonnier pour en faire en quelque sorte l'emblème du chef-d'œuvre de Charles Nodier. Ces deux images, je dois dire, m'ont un peu rassuré, et en tout cas, elles m'ont encouragé à examiner très attentivement et à prendre très au sérieux donc cette formule fameux chiffonnier littéraire. Je vais donc m'évertuer devant vous à comprendre, à essayer de comprendre les rapports de Charles Nodier avec cette métaphore très puissante qui parcourt presque le siècle entier, au fond. Et donc, je voudrais creuser ces rapports, ces liens entre Charles Nodier et ce motif, ce topos, comme on dit quelquefois. Alors, cet examen des liens entre Nodier et le chiffonnier m'a amené dans un premier temps à me poser trois questions auxquelles je vais essayer d'apporter pour chacune des réponses, mais c'est vraiment une tentative, parce que ce n'est pas facile ce sujet au fond. Et ces trois questions, je vais les poser maintenant devant vous, et ça formera un peu comme le plan de ce que je vais développer. Première question, dans quelle mesure Nodier ne fut-il pas effectivement perçu par ses contemporains dans sa manière d'être comme un chiffonnier littéraire? Ou pour le dire avec les mots de Jérôme Mézoz, dans quelle mesure Nodier n'a-t-il pas adopté délibérément ou inconsciemment la posture littéraire du chiffonnier? Alors j'utilise le concept de Jérôme Mézoz, mais aussi bien j'aurais pu utiliser le concept d'éthos de Dominique Magno ou encore celui de scénographie auctoriale de José Luis Diaz. Je précise au passage que tous les travaux sur cette notion sont très riches depuis quelques années. C'est visiblement une approche un petit peu nouvelle. Même David Vidrax aussi utilise cette notion. Il emploie l'expression de conduite de vie. Alors, conduite de vie, conduite, état, manière d'être, ethos, posture, vous l'avez compris, c'est ce que je vais étudier dans cette première partie. La deuxième question que je me suis posée, c'est dans quelle mesure, au fond, l'œuvre de Nodier, qui est toujours très difficilement appréhendable, et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'existe pas d'œuvre complète de Charles Nodier, moderne, et avec une édition critique, je veux dire. Et donc la question, c'est dans quelle mesure l'œuvre de Nodier n'est-elle pas une application exemplaire du principe du recyclage, à travers un goût que j'ai pu constater bien souvent, un goût invétéré pour les chutes, les rognures, les débris de toutes sortes, les pages perdues, les feuilles oubliées, les sujets méprisés, les thèmes déconsidérés. En gros, je voudrais montrer que dans sa pratique de l'écriture, autant au plan générique que thématique, Nodier a eu une tendance, si vous voulez, à privilégier très fortement tout ce qui est déclassé. Rebut divers qu'il n'a eu de cesse, donc de récupérer, de redorer, de revaloriser. Enfin, j'aimerais aussi, la troisième question que j'ai été amené à me poser, c'est une question plus délicate encore, c'est celle qui a consisté à se demander, ou à me demander en tout cas dans un premier temps, si Nodier n'avait pas élevé cette pratique de la chiffonnerie, donc au rang des beaux-arts. En fait, cette question un peu plus théorique est celle d'une revendication assumée, quoique très discrètement, car nous sommes avec Charles Nodier. Avec Charles Nodier, tout est biaisé, retors, difficile. Donc, une revendication assumée de l'esthétique chiffonnière appliquée à l'art et à la littérature, contre quoi? Contre une certaine idée traditionnelle, figée, rassurante de la littérature avec un grand L. Donc, je vais essayer de me faire ce petit parcours. D'abord, une approche par l'image, ensuite une approche orientée vers l'œuvre pratique, et enfin, une approche plus théorique. Alors, l'image, l'éthos, le scénario auctorial, etc., de Charles Nodier, la posture, qu'en est-il? Je voudrais rappeler qu'il y a eu énormément de textes qui ont rendu hommage à Charles Nodier, pour une raison très simple, que j'ai longuement étudiée dans ma thèse il y a 20 ans, c'est que Nodier a reçu chez lui, à l'Arsenal, dans son appartement de fonction, toute la constellation romantique. C'est impressionnant. Il existe en 1831 une eau-forte magnifique de Tony Johanneau qui représente
le groupe romantique à ses débuts. Nous sommes en 1824, c'est-à-dire au début où la métaphore du chiffon, de la chiffonnerie, du chiffonnier va commencer à s'installer, comme il a été rappelé tout à l'heure. Je vais essayer de faire marcher cette... Voilà. Vous reconnaissez Charles Nodier sur la gauche, toujours très discret à l'écart, le front de Victor Hugo, ici. Et puis, il y a un Jules Janin quelque part aussi, je ne sais plus où il se trouve, je crois là. À moins que ce soit... Non, ça c'est Fouché, pardon, excusez-moi. Jules Janin au centre, voilà. Et il se trouve que, dernièrement, dans un ouvrage de Charles Simon, j'ai trouvé cette autre représentation, alors sans doute rétrospective, hein, c'est une reconstitution. On faisait beaucoup de reconstitutions, de tableaux de groupe au XIXe siècle, comme vous le savez, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver quelques-uns des personnages dont je vais citer les textes tout à l'heure. Donc Victor Hugo ici, nous allons avoir Dumas là, Adèle Fouché, Adèle Hugo ici, et je crois pouvoir retrouver... Enfin, vous avez la liste des personnages en dessous. Alors cette reproduction est mauvaise. Je suis à la recherche du tableau original à partir de laquelle cette illustration, ce dessin a été effectué. Donc j'espère pouvoir en savoir un peu plus prochainement. Donc, pour commencer, un petit texte très connu, je m'excuse de le citer ici devant vous parce que vous l'avez sans doute lu, au chapitre 122 des Mes Mémoires de Dumas. C'est encore un familier de l'Arsenal. Hein. Je disais tout à l'heure que c'était un familier de l'Arsenal qui avait esquissé ce Nodier trébuchant là, sur la route de Vincennes. C'est un grand familier de l'Arsenal, donc Alexandre Dumas, qui nous propose le premier tableau, la première figuration donc, de Charles Nodier. Et elle commence ainsi: Nodier était prodigue, insouciant, flâneur. Oh, mais flâneur avec délice. Et je poursuis: comme Figaro était paresseux. Une fois sorti, Nodier errait à l'aventure, suivant tantôt l'une, tantôt l'autre allée des boulevards, tantôt la ligne de l'un, tantôt la ligne de l'autre quai. Évidemment, vous l'avez compris, Nodier ne fouille pas au coin des bornes. Il fouille dans les étalages des bouquinistes. Bibliophile invétéré, il n'a eu de cesse d'errer dans les rues de Paris en quête de quelques perles ignorées. Le propre, en effet, du chiffonnier, c'est de voir de la valeur là où les autres ne la voient pas. Et là, en cela, Nodier est un expert, en tout cas en ce qui concerne le livre. Et plusieurs années après, en 1864 précisément, on a quelqu'un aussi qui, comme Alexandre Dumas, se souvient de Charles Nodier, et pour cause, il l'a longuement fréquenté, c'est Victor Hugo. Dans William Shakespeare, il se rappelle qu'en 1825, il avait fait le voyage avec Nodier pour le sacre de Charles X, et que dans les jours qui ont précédé, l'un et l'autre avaient fureté, comme ils disent. Hein. Alors, je vais vous donner le début de cette citation avant d'isoler la phrase qui m'intéresse. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà, je reviens. Donc, nous étions, Nodier et moi, deux fureteurs. Quand nous voyagions ensemble, ce qui arrivait quelquefois, nous allions à la découverte, lui des bouquins, moi des masures. À Soissons, pendant que j'explorais Saint-Jean-des-Vignes, il avait fait dans un faubourg cette trouvaille, un chiffonnier. La hotte, nous dit Hugo, est le trait d'union entre le chiffon et le papier. Et le chiffonnier est le trait d'union entre le mendiant et le philosophe. À méditer. Ensuite, Hugo poursuit en racontant plutôt, Nodier, qui donnait aux pauvres et parfois aux philosophes, était entré chez ce chiffonnier. Ce chiffonnier s'était trouvé être un négociant. Il vendait des livres. Parmi ces livres, Nodier avait aperçu un assez gros volume de 600 à 800 pages, imprimé en espagnol sur 2 colonnes, n'ayant plus de sa reliure que le dos et fort entamé par les mythes. Le chiffonnier, interrogé sur le prix, avait répondu en tremblant de peur d'être refusé 5 francs, que Nodier avait donné en tremblant aussi, mais de joie. À vrai dire, l'association entre bibliomanie et chiffonnerie comme forme sophistiquée de la compilation littéraire ne date pas d'hier. Il a été rappelé tout à l'heure qu'elle remontait aux années 1820 et
il a notamment ce texte extraordinaire qui a été cité tout à l'heure encore, d'Étienne de Jouy, publié 2 ans avant le Sacre, donc, Le chiffonnier littérateur, dont la monomanie réflexive consiste à compiler les pages livrées au vent. Et d'une certaine manière, les catalogues bibliophiliques que Nodier a composés durant toute son existence, ils ont été nombreux, sont le pendant des guenilles littéraires d'André Evergette, ou Vergette, comme on voudra, à savoir un assemblage de volumes dépareillés que Nodier a accrochés au cours de ses flâneries. Mais comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Nodier a créé lui-même le type du bibliomane chiffonnier, ce frère jumeau, en tout cas du chiffonnier littéraire, dans un petit récit éponyme qui relève du genre des physiologies. Théodore est atteint de la collectionnite dans le bibliomane, collectionnite des livres rares. Or, la grande tragédie de cet homme, c'est que les livres, entendons-nous les vrais, sont remplacés par des bouquins dénués de toute valeur et pour le coup irrécupérables et non recyclables. Alors que voit-on dorénavant le long des quais, déplore Charles Nodier? Les ineptes rogatons de cette littérature moderne qui ne sera jamais de la littérature ancienne et dont la vie s'évapore en 24 heures. Littérature bien digne, en effet, de l'encre de charbon et du papier de bouillie, que lui livrent à regret quelques typographes honteux, presque aussi sots que leurs livres. Et cette citation que je reprends, c'est profaner le nom des livres que de le donner à ces guenilles barbouillées de noir qui n'ont presque pas changé de destinée en quittant la hotte ou haillon du chiffonnier. Alors, dans cette nouvelle, Théodore, cédant en quelque sorte à la brutalité de ce siècle de fer, ne tarde pas à rendre l'âme. Et le bibliomane, au fond, comme le chiffonnier, va mourir lui aussi quand les objets de trop basse qualité ne seront plus recyclables, c'est ce qu'on a vu précédemment. Cette vision très pessimiste du progrès, Nodier la précise dans un autre texte datant de 1841, sur le même thème, et qui va fixer quasiment définitivement son image de flâneur mélancolique, grincheux, on pourrait dire aussi anti-moderne, intitulé donc ce texte « L'amateur de livres ». Alors, dans un premier paragraphe que je vous résume, Nodier rappelle qui était le libraire. Naguère, le libraire était quelqu'un qui vendait, enfin en tout cas qui imprimait des livres sur un bon papier solide et puis qui l'enveloppait et le couvrait d'un bon cuir imperméable. Et tout cela protégeait évidemment ce livre, sous un abri fort disgracieux au regard, protéger les visions du philosophe et les rêveries du poète. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cela, poursuit-il. Le libraire du progrès sait que la gloire viagère des livres qu'il publie n'a guère plus de durée probable que la vie des moucherons du fleuve Hypanis, et qu'à peine baptisée par la réclame, elle sera enterrée dans 3 jours avec le feuilleton. Il couvre, le nouveau libraire, d'un papier jaune ou vert son papier blanc noirci d'encre, et il l'abandonne, donc ce libraire du progrès, abandonne le spongieux chiffon à toutes les intempéries des éléments. Et il poursuit, 1 mois après, le honteux volume gît dans les caisses de l'étalagiste, à la merci d'une belle pluie matinale. Il s'humecte, s'abreuve, se tord, se marbre çà et là de larges zones mordorées, retourne peu à peu à l'état de bouillie dont il est sorti et n'a presque plus de préparation à subir pour tomber sous le pilon du cartonnier. L'histoire des livres du progrès est tout entière là-dedans. Magnifique résumé donc du livre qui va du chiffon et retourne en bouillie. Un dernier mot sur un petit texte qu'a écrit Adèle Hugo dans l'événement en 1849, donc elle précède de quelques mois quasiment les mémoires de Dumas, et elle aussi esquisse un portrait du vieux Nodier flâneur, elle dit accablé et marchant lentement sur la route de Vincennes. Mais voilà, contrairement à Dumas, qui a associé cette manie furteuse à la fantaisie de Nodier, Adèle Hugo relie désormais cette passion à la néophobie de Charles Nodier, à sa détestation du progrès.
Les vieilles éditions des vieux livres, donc se souvient-elle, étaient sa passion dominante. La nouveauté, les découvertes, les progrès de l'industrie lui agréaient peu. Il abhorrait les chemins de fer. Voilà comment se conclut ce portrait en Nodier néophobe, vaguement réactionnaire. Il faut quand même dire une chose, j'aborde mon deuxième point. Sainte-Beuve est sans aucun doute celui qui a le mieux saisi l'insaisissable Nodier dans un fameux article publié en 1840 dans la Revue des Deux Mondes. Nodier est déjà, à cette date, alors qu'il va mourir dans 4 ans, en 1944, ce qu'il sera pour l'éternité, un homme, comme dit Sainte-Beuve, à la démarche fantasque et pensive, cheminant, je le cite encore, par les quais, à pas lents, un peu voûtés, comme affaissés. On retrouve encore et toujours cette même image que représentait si bien le petit dessin de tout à l'heure. Mais Sainte-Beuve va plus loin. Il dépasse le cliché, il ne se contente pas de relever cette manie bibliophilique pour s'en amuser, comme Alexandre Dumas, ou pour en faire le symptôme de son aversion du progrès, comme Adèle Hugo. Il fait de son errance la marque essentielle de son écriture. Nodier n'a pas seulement l'apparence d'un chiffonnier de la littérature lorsqu'il furette dans les rues de Paris, en quête d'Elzevir. C'est un chiffonnier littéraire, au sens où c'est un homme qui touche à tout. Il s'essaie au roman, il effleure l'histoire, il flirte avec la poésie, il tâte un peu du théâtre, sans s'arrêter à aucun de ces genres. La vie intellectuelle de ce littérateur errant, retenez cette expression qui est extraordinaire, littérateur errant, employé par Sainte-Beuve, un homme qui est sans cesse dans le recommencement et qui est sans cesse aussi dans la négation, comme dit Sainte-Beuve, de la voie droite, de la spécialité, de la chaussée régulière, dit-il. Il y a de tout dans la hotte de Charles Nodier, qui n'est jamais si content que lorsqu'il le remplit d'articles au rebut. Car Nodier, voilà, nous y sommes, a une passion innée pour les déchets, un goût invétéré pour tout ce que ses semblables rejettent au nom du bon goût ou de la raison. Pêle-mêle, et là je cite Sainte-Beuve, les auteurs illustres cachés sous l'anagramme, voilà ce qui l'intéresse, les patois persistants à l'encontre des langues souveraines, tous les recoins poudreux ou sanglants de rareté et de mystère, bien des rogatons de prix, bien des paradoxes ingénieux et qui sont des échancrures de vérité. Dans l'esprit de Sainte-Beuve, mais aussi dans celui d'Adèle Hugo, qui 10 ans plus tard fera remarquer, elle aussi, que tout son enthousiasme littéraire était à un tas de grands hommes anonymes et de génies obscurs qu'il avait la prétention de déterrer. Cette manie qu'a Nodier de fouiller au coin des bornes de la littérature, pour Adèle Hugo et pour Sainte-Beuve, c'est une faiblesse. Cela démarque Nodier des Hugo, des Balzac, qui font œuvre, eux, qui font des chefs-d'œuvre, alors que lui ne fait que des hors-d'œuvre. Sainte-Beuve, c'est vrai, aperçoit dans ce grand article un aspect capital de l'œuvre de Charles Nodier, mais il passe à côté, hélas, de sa valeur intrinsèque. Au nom de quoi? Au nom d'une hiérarchie de la littérature dominante à cette époque, et malheureusement peut-être encore aujourd'hui, qui donne la priorité aux grands genres, aux grandes œuvres, aux grands styles, et qui disqualifie d'office ce qui est mineur, marginal, mixte, excentrique, Champfleury. Et au plan formel, cette polygraphie chiffonnière s'incarne dans un genre que Nodier affectionne tout particulièrement, et ce genre, c'est le mélange. Ou si vous voulez employer un terme plus savant, que Nodier préfère d'ailleurs, les miscellanés. Le mélange est au littérateur errant ce que la hotte est au chiffonnier furteur. C'est un réceptacle de tous les déchets littéraires. Alors, citons en vrac, c'est vraiment le cas de le dire,
quelques-uns de ces livres hôtes, auxquels H-O-T-E-S, auxquels Nodier rechignait justement à donner le nom de livre, mais qui n'en constitue pas moins une partie importante et à mes yeux essentielle de son œuvre. Alors, ça commence très tôt. Pensée de Shakespeare extraite de ses ouvrages, 1801. Les Tristes ou Mélange tiré des tablettes d'un suicide, 1806. Mélange de littérature et de critique, 1820. Je vous laisse découvrir avec cette slide derrière moi les autres titres. Mélange tiré d'une petite bibliothèque ou variété littéraire et philosophique. Miscellanée, variété de philosophie, d'histoire et de littérature extraite d'un livre qui ne paraîtra point. Ça, c'est typiquement Nodier. Une corbeille de rognures ou feuillets arrachés d'un livre sans titre. Nodier, c'est le roi des notes, des notices, des notules, qu'il répand, qu'il sème, qu'il dissémine dans les catalogues, dans les dictionnaires, dans les journaux, les revues. Et en premier lieu, j'allais l'oublier, dans cette revue spéciale, créée en 1834, c'est sa haute favorite, c'est la revue du bibliophile. Revue du bibliophile, du vivant de Nodier, il faut quand même savoir que Nodier, de son vivant, donc, Nodier va publier pas moins de 50 contributions, dont les titres parlent d'eux-mêmes, je vous en cite quelques-uns. Des matériaux dont Rabelais s'est servi pour la composition de son ouvrage, comment les patois furent détruits en France, bibliographie des fous de quelques livres excentriques. Là, celui-là, je l'aime beaucoup, ou celui-ci plutôt, 4 lignes de notes sur 2 ouvrages rares. Nodier, vous l'avez compris, n'est jamais aussi si à l'aise que dans les genres ouverts, déambulatoires. Des genres qui laissent libre cours à sa fantaisie, des ouvrages où il peut, nous dit Sainte-Beuve, à tout moment s'échapper par la tangente. Autrement dit, faire des embardées pour s'intéresser à des points spéciaux. Ça sonne comme un reproche sous la plume de Sainte-Beuve, mais en même temps, il voit juste. C'est ça qui est paradoxal dans ce grand article. Il y a un genre que Nodier a beaucoup pratiqué et beaucoup aimé, c'est le genre de la promenade, où il se permet toutes les fantaisies. Vous connaissez peut-être, en tout cas si vous ne connaissez pas ce livre, découvrez-le, c'est magnifique, Les promenades de Dieppe aux montagnes d'Écosse, 1821, que je relis toujours avec beaucoup de plaisir, surtout quand je vais en Écosse. Mais il y a un autre livre beaucoup moins connu de Charles Nodier qu'il faudra un jour rééditer, c'est Paris historique, promenade dans les rues de Paris, 1838. Et on y lit notamment dans la préface ceci, qui illustre une fois de plus son dégoût de la voie droite, de la chaussée régulière, on parlait de Sainte-Beuve tout à l'heure, ou encore de l'organisation planifiée si étrangère à sa nature. Voici cet extrait que je vous lis. « Il entrait d'abord, nous dit Nodier, dans mon dessein de vous tracer un itinéraire méthodique, accommodé aux différents quartiers de Paris et divisé en promenades régulières. Mais ce plan avait quelques inconvénients qui m'ont arrêté. Dans l'embarras du choix entre toutes les méthodes qui se présentaient à notre esprit, nous avons résolu de n'en suivre aucune et de laisser à notre plume, cette plume d'oie j'imagine, et nos pinceaux au libre cours des circonstances inconnues qui ont présidé à nos recherches. En cela même, nous resterons fidèles à l'esprit de notre titre, car la promenade veut être indépendante et fortuite pour être quelque chose de plus qu'un plaisir insipide, comme l'appelait Voltaire. On peut trouver ce texte sur Gallica. Je vous y encourage. Il y a la plus belle des promenades, elle est dans ce livre que j'ai avec moi, L'histoire du roi de Bohême. C'est un voyage qui ne dit pas son nom vers un lieu imaginaire. La promenade est le régime même de ce livre, qui n'en est pas un. Nodier s'y autorise ce qu'aucun homme de lettres ne s'était jusqu'alors autorisé, en tout cas ne s'autorise en 1830, parce qu'il y a bien sûr Sterne et Rabelais. Que s'autorise Nodier? Une divagation permanente,
un refus de l'histoire suivie, une négation même de la langue commune, de notre langue. Je n'y insiste pas, car je vais y revenir dans quelques minutes, dans la partie 3e. La chiffonnerie nodiérienne, et là j'aborde un tout autre aspect dans cette seconde partie, vous l'avez compris, au point de vue du strict cadre générique, est adapté à son esprit fantasque, curieux, chiffonnier donc. Mais voilà, il touche aussi le tissu même de la littérature, sa substance, sa matière. Posons-nous simplement cette question, et je me la suis reposée naïvement, de quoi parle Nodier? De quoi est fait son œuvre? Qu'est-ce qui constitue le fond de sa littérature? C'est pas facile. Quand vous lisez l'article de Sainte-Beuve, vous vous rendez compte qu'il a du mal à faire tenir ensemble, comme il dit, cet insaisissable polygraphe. Et là, je répondrai, une fois de plus, de tout ce que les autres écrivains ne veulent pas. De tout ce que les autres écrivains jugent indigne d'un traitement littéraire, à savoir, et là j'ai essayé de regrouper pour aller vite, dans le domaine linguistique, de quoi ne veut-on pas? On ne veut pas des patois, des dialectes, des langues dégénérées ou primitives, et c'est pourquoi il publie un dictionnaire des onomatopées en 1808, dans lequel il recueille donc les sons, les premiers sons de tous les peuples. Et on voit bien que là, Nodier est dressé en quelque sorte contre l'ordre puriste qui règne depuis 3 siècles en linguistique. Et on voit ce Nodier extraire des poubelles de l'histoire de toutes les langues, je le cite, « les onomatopées tombées en désuétude ». Je précise au passage qu'on y trouve le mot « croc » et le mot « pic ». Si j'ai le temps, je vous lirai la définition à la fin de cet exposé. Dans le domaine littéraire, que déterre Nodier? Que récupère-t-il? Que réhabilite-t-il? Eh bien là encore, tous ceux dont l'histoire littéraire n'a pas voulu, les fous, les auteurs excentriques, les poètes ouvriers, les lunatiques, les naïfs, les idiots, les illuminés, alors Cyrano de Bergerac, Piranèse, les écrivains du XVIe siècle qui ont été magnifiquement réédités par Jacques Rémy-Dahan, mon maître en quelque sorte, le spécialiste de Charles Nodier, c'est pas moi, c'est Jacques Rémy-Dahan, donc lisez les textes qu'il a rassemblés dernièrement. Donc tous ces auteurs rares, singuliers du XVIIe siècle aussi, les auteurs macaroniques, baroques, en gros, vous l'avez compris une fois de plus, les minores, les auteurs de Curiosa. Mais c'est peut-être dans le domaine intellectuel que finalement Nodier s'est montré le plus novateur à travers cette pratique de la chiffonnerie, puisqu'on le voit reconquérir, voire découvrir des territoires désertés de la pensée, muni de son croc, ou de sa plume. Nodier extrait quoi? Il extrait les rêves, les songes, les cauchemars, personne n'en veut de cela, les hallucinations, les superstitions, les illusions, le vampirisme, le somnambulisme, la folie, le lunatisme, tous ces thèmes, Nodier ne cesse de les traiter. Dans un très beau texte intitulé « De quelques phénomènes du sommeil », publié dans la revue de Paris en 1831, Nodier déclare un pas vide, je le cite donc, « Le sommeil est non seulement l'état le plus puissant, mais encore le plus lucide de la pensée, parce qu'il est à l'abri de toutes les influences de la personnalité de convention que la société nous a faites. » On comprend pourquoi les surréalistes ont aimé Charles Nodier, en tout cas l'histoire du roi de Bohême, et on songe presque déjà à Freud. Bon, enfin, laissons ça de côté. Dans le domaine culturel, là aussi, Nodier s'est montré marginal dans ses goûts. Il raccroche au magasin des choses sérieuses, des objets rejetés, pas sérieux, donc méprisés, soit parce que ces objets sont naïfs, populaires ou enfantins. Les marionnettes, le mime, les contes de fées, les légendes. Et le chef-d'œuvre de Charles Nodier, La Fée aux miettes, publié en 1832, est un conte qui fusionne tous ces thèmes-là, le patois, la folie, le rêve, la féerie. Tout Nodier est là, dans ce festin de miettes friandes
l'expression n'est pas de moi, elle est de Sainte-Beuve, de miettes friandes. Mais il est temps d'aborder mon troisième moment et d'essayer de répondre à la troisième question la plus difficile. Car on se méprendrait en faisant de Nodier un chiffonnier naïf, pratiquant la chiffonnerie sans le savoir. Je crois que Nodier est un chiffonnier qui s'assume, qui revendique cette pratique comme relevant d'un art. Son esthétique chiffonnière repose sur une philosophie du livre. Elle a pour base une pensée désenchantée de la littérature, borgésienne avant l'heure. Et cette pensée a été formulée, mais encore une fois, pas de façon positive, toujours par jeu de biais, mais de façon magistrale, pour le coup, dans l'histoire du roi de Bohême. Ce chiffonisme, à la limite, on pourrait presque mettre le suffixe « isme » au chiffon pour désigner l'esthétique de la chiffonnerie, je pense pouvoir la trouver plus tôt encore, puisque je parlais de l'histoire du roi de Bohême publiée en 1830, dans les questions de littérature légale, ébauchées donc cette esthétique sous la forme d'un petit volume qui n'a l'air de rien, mais Mérimée, dans son discours, le sauve, ce volume. Il nous dit c'est un petit volume, parce que Mérimée a dit beaucoup de mal de Charles Nodier dans son discours de réception à l'Académie française. Il prenait sa place. Il avait vraiment beaucoup de mal. Mais là, il nous dit que ce petit volume est rempli d'intérêt, il le sauve. Nodier y examine avec une grande supériorité d'aperçu les cas où l'imitation d'un auteur est permise et ceux où elle doit être flétrie au nom de plagiat. Il en était question précédemment. Mais au fond, ce qui ressort fondamentalement de son étude, c'est que le plagiat est l'autre nom de la littérature. Et citant Montaigne, pour qui Nodier a une admiration complète, hein, il a le culte de Montaigne, il nous dit ceci. Il n'est certainement pas d'écrivain, il parle de Montaigne, à qui on est ravi de plus précieux lambeaux que ce même Montaigne qui s'est du moins vêtu de ceux des autres d'une manière ostensible et publique. La littérature est un éternel recyclage, plus ou moins honnête, mais un éternel recyclage. Le pastiche est toujours pardonnable, quand il est habile, bien sûr. Mais cette défense du plagiat évolue en apologie du plagiat dans cet incroyable et improbable voyage bibliologique qu'est l'histoire du roi de Bohême. Au 5e chapitre, Nodier répond de la manière suivante à l'objection naïve d'un lecteur, l'objection naïve de plagiat. On pourrait l'accuser de plagiat. Il y a déjà une quinzaine de pages qui ont été écrites, mais Nodier répond, devance l'accusation en disant « Et vous voulez que moi, plagiaire de Sterne, qui fut plagiaire de Swift, qui fut plagiaire de Wilkins, qui fut plagiaire de Cyrano, qui fut plagiaire de Reboul, qui fut plagiaire de Guillaume des Hôtels, qui fut plagiaire de Rabelais, qui fut plagiaire de Maurus, qui fut plagiaire d'Érasme, vous voudriez, je le répète, que j'inventasse la forme et le fond d'un livre ? Nodier suggère là que la littérature est une création collective et que l'originalité est un leurre, un mythe. Dans la page précédente, il lance cette formule préducassienne. Écrivain original, je te salue. Tout livre procède d'un livre antérieur qui lui-même, etc. Dans ces conditions, le seul livre honnête est bien celui qui ne cherche pas à dissimuler sa nature, ou si vous voulez, sa facture, mais à l'exhiber au contraire, en montrant de quoi il est fait, comment il est fait. Et avec l'histoire du roi de Bohême, on se régale, puisque, fait sans précédent, Nodier présente un livre en train de se faire, sans rien cacher
de tous les mécanismes, engrenages, de tous les éléments dont il est constitué, le carton, les pages, l'encre, la plume, le fil, la colle, le cuir, mais aussi de tous les acteurs qui fabriquent le livre. Le libraire, l'imprimeur, le presseur, le prote, la brocheuse, le censeur, le journaliste et même l'afficheur. Aussi Nodier n'a-t-il aucun scrupule à présenter ouvertement son ouvrage comme un pastiche. Quel livre, dit-il, n'est pas un pastiche? Et Nodier donc se paie le luxe d'offrir au lecteur une deuxième page de titre insérée à la page 35 qui remplace la première. Voici la première et voici la seconde. Histoire, je lis la seconde, Histoire du roi de Bohême et de ses 7 châteaux, pastiche, Paris chez les libraires qui ne vendent pas de nouveautés. Non, il n'y a pas de nouveautés, ça n'existe pas. Peu à peu, quand on avance dans ce livre qui est assez difficile à prendre en main et très insaisissable, mais tout de même on se laisse porter, à la page 94, on s'aperçoit que le livre est complètement vidé de sa substance. Dans un chapitre intitulé « Combustion », tous les titres sont en sion, on le suffixe « sion ». L'histoire se trouve carrément réduite à 22, nous dit-il, 22 petits fragments brûlés par les bords. Et voilà, le manuscrit a été brûlé. Il n'en reste que 22 petits fragments, dont il ne reste, là encore, que quelques mots rassemblés sur une planche. Et nous dit Nodier naïvement, simplement, tout cela me décide à jeter sous vos yeux, dans l'ordre où il tombe, sous ma main, ce peu de mots échappés aux flammes et à la critique, combusti membra poetae. Et voici ce que ça donne. Les mots qui restent de ce livre, vous les découvrez par vous-même. Certains mots sont très sérieux dans cette exhibition, d'autres un peu moins. Coqcigru et pantoufle, bien sûr. Et à la fin du livre, dans un chapitre intitulé « Invention », ce désossage du langage, cet évidement de la narration, ce dégraissage donc du livre aboutit très logiquement à une page d'onomatopée. Vous la voyez à gauche, cette page d'onomatopée, pif, piaf, patapon. Après, je vous laisse prononcer ça, c'est un petit peu difficile. Mais cette page, évidemment, m'a rappelé, et peut-être qu'elle vous a rappelé à vous aussi, puisque ce texte a été publié chez Corti il y a une vingtaine d'années, ce petit texte délicieux qui s'intitule « Moi-même », que Nodier a écrit à l'âge de 20 ans, dont le chapitre 9, intitulé « Le meilleur du livre », se présente sous la forme d'une page de ponctuation. Preuve que Nodier, là, n'a jamais cessé d'être lui-même. Il y a une continuité de la chiffonnerie nodieresque, en tout cas, une approche qui demeure désabusée, ironique. Nodier, c'est le dériseur sensé. Une approche désabusée de la littérature qui illustre à merveille l'histoire du roi de Bohême. Donc cette histoire du roi de Bohême que Balzac avait rattachée à l'école du désenchantement, comme c'était bien vu, que nous révèle-t-il ? Que nous révèle-t-elle, cette histoire? Elle nous révèle un Nodier qui, sous des apparences facétieuses, produit ce message très important. Au fond, le roi est nu. La littérature est une imposture. L'écrivain n'est à tout prendre qu'un chiffonnier. Un chiffonnier qui recycle éternellement le même matériau en ne le faisant passer pour un article neuf. C'est pourquoi je conclurai par cette petite phrase dont je ne connais pas l'auteur, mais qui me semblait intéressante de vous faire partager. On dit en effet que Nodier, comme par distraction, fixait sa pensée ou sa rêverie sur une petite carte qu'il jetait ensuite de côté. Et à force de jeter une carte sur une autre, il s'en trouvait peu à peu un assez grand nombre. Alors ce ne sont pas les petits carrés de Mallarmé, mais c'est presque ça. Alors sans doute
Nodier se serait contenté d'empiler dans sa vie ces petites cartes sans rien demander à personne s'il n'était né à une époque où le livre est la condition pour exister socialement, pour peu qu'on veuille embrasser la carrière d'écrivain. Mais voilà, le problème est là, nous dit Nodier dans les Miscellanées, pour être homme de lettres en France, il faut avoir fait un gros livre. Il faut avoir fait un gros livre comme il faut. Comme il faut, pour y être peintre, avoir fait ce qu'on appelle une grande page. Mais comme Nodier a pris les livres en haine depuis qu'ils sont devenus, on l'a vu tout à l'heure, ces guenilles barbouillées de noir qui n'ont presque pas changé de destinée en quittant la hotte au haillon du chiffonnier, eh bien, vous comprenez bien que l'âge d'or des bouquinistes étant révolu, comme celui bientôt des chiffonniers, il n'y a plus grand espoir. Les quais, on l'a vu, ne sont désormais que la morgue des célébrités contemporaines. Autant donc rester chez soi, c'est ce que fera d'ailleurs Nodier de 1824 jusqu'à sa mort, pendant 20 ans à l'Arsenal, rester chez soi, à causer avec quelques amis, ou à feuilleter des annas. À feuilleter des annas, ces recueils de perles et de bons mots dont Nodier déplore la disparition dans ce texte extraordinaire intitulé « Une corbeille de rognures ». Ce genre, qui n'en est pas un, lui convient. Il convient à son esprit flâneur et fureteur. Aussi nous avoue-t-il, dans ce petit texte, que si le prurit de l'écriture devait quand même le reprendre, ce ne serait pas pour écrire un livre. Oh non. J'abandonnerai tout au plus aux derniers morceaux de papier blanc qui se détachent un à un de mes tablettes décousues, quelques souvenirs, quelques impressions, quelques rêveries sans suite, jusqu'au jour où la mort viendra souffler en riant sur ces feuilles fugitives et les rendre avec moi aux éléments. Merci. Merci pour ce Nodier chiffonnier. Vous avez tout à fait rempli le titre, même si il paraissait un petit peu arbitraire au départ. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui vous l'avais donné, parce que vous ne me l'envoyiez pas, donc je l'avais mis, et il correspondait bien à ce que j'espérais. Oui, je vous rassure, Dumas dit quelque part que Nodier n'a jamais écrit à la plume de fer. Il est de ceux qui n'ont pas fait la transition. D'ailleurs, presque aucun des écrivains du milieu du siècle ne l'ont fait. Oui, alors évidemment, il est chiffonnier, mais il ne l'est pas sur le modèle de Champfleury que je décrivais tout à l'heure comme la représentation du chiffonnier littéraire pour Nadar et pour beaucoup d'autres, pour le journaliste du Figaro, parce que ce que récolte l'écrivain réaliste, ce sont des réalia au coin des bornes. Donc ici, on a un second degré de la métaphore. C'est la métaphore au second degré, puisque ce qui est récolté, ce sont des bribes de mots. J'hésite un petit peu à faire ce saut, parce que le chiffonnier n'est pas un collectionneur. Il faut bien affirmer que la collection, c'est la perversion de la chiffonnerie. C'est pour ça qu'Étienne de Jouy s'intéresse à l'André Vergette ou Evergette, puisque le chiffonnier qui collectionne et qui relie les bouts de papier retire cette matière du cycle de la papeterie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est cette
présence du chiffonnier collectionneur dans un certain nombre de ses livres. Étienne de Jouy met en scène un chiffonnier collectionneur qui rapetasse ses papiers, les relie et fait une œuvre. Et c'est ce que fait Champfleury dans le roman de 1859, où il met en scène ce Topino qui collectionne les affiches, qui fait un musée de l'affiche. Donc pour les écrivains, il y a un intérêt pour le chiffonnier qui pervertit l'économie de la chiffonnerie en retirant de la circulation ce papier. Je le disais aussi à un moment, Balzac ne s'intéresse pas aux chiffonniers. Je disais, il n'y a pas de chiffonnier dans toute l'œuvre de Balzac, mais il y a la collection. Dans La peau de chagrin, dans Le cousin Pons, le collectionneur est un personnage balzacien. Donc, j'ai besoin de distinguer assez fermement le chiffonnier du collectionneur. Et pourtant, il y a bien quelque chose du chiffonnier dans la démarche de Nodier, mais je dirais que ce n'est justement pas dans l'aspect collectionneur. C'est dans l'aspect flâneur, dans l'aspect fureteur, dans le ramassage. Et aussi, j'hésite un petit peu à assimiler chiffonnerie et plagiat. J'ai évité de le faire dans le cours, parce qu'à ce moment-là, à travers chiffonnerie, tout s'introduit. Hein. En abordant ce sujet, j'avais le sentiment que peu à peu, tout allait y entrer, et donc il fallait mettre des bornes. Des bornes. Et souligner que le chiffonnier n'est pas le collectionneur, que le chiffonnier n'est pas le plagiaire, ce sont des autres figures. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de mettre des bornes de périodisation très strictes. La légende qui m'intéresse, elle va de, je l'ai dit, de 1822 à 1883. Avant, il n'y a pas le mythe, parce qu'il n'y a pas la pénurie de papier, et après 1883, on entre dans une autre économie, et les chiffonniers ne sont plus à Paris, etc. Donc, quand vous disiez, vous avez dit à un moment, tout écrivain est un chiffonnier, en gros, parce que tout écrivain est un imposteur, j'aurais pas envie de dire ça. Le chiffonnier n'est pas un imposteur. Je précise, c'est pas moi qui le dis, c'est Nodier, parce que moi je me permettrais jamais de dire une chose pareille. Non, c'est Nodier qui le formule. Il le formule comme ça, le chiffonnier comme imposteur. Disons que le plagiaire. Voilà, le plagiaire. Oui, mais est-ce que le chiffonnier est un plagiaire? Moi, j'ai envie de mettre une distinction entre ces personnages. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Au fond, de toute façon, dès qu'on travaille sur une métaphore, on prend le risque d'y absorber des tas d'éléments périphériques et à la fin, on n'y voit plus rien, on n'a plus de visibilité. Donc il faut être historien et il faut être très méticuleux. Pour ce qui est de Nodier, la difficulté, vous l'aurez compris, c'est que Nodier, le plagiat, la collection, le mélange... J'ai moi-même essayé d'attraper des débris un peu partout et de les mettre dans la hotte du chiffonnier, mais je me garderais bien, comme vous, d'assimiler le concept de plagiat à celui de chiffonnerie. Non. À chaque fois, il y a un bord par lequel on peut le rattacher. Hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement dans la démarche du collectionneur quelque chose qui pourrait faire penser au chiffonnier. Donc, mais je ne vais pas plus loin. Hein. Je ne vais pas plus loin que ça, parce que sinon, on tombe dans un flou, un vague qui est totalement inintéressant au plan scientifique. Je disais justement tout à l'heure que l'expression la plus courante pour le plagiaire, c'est le fripier des lettres. Mais le chiffonnier n'est pas un fripier. Le fripier, c'est celui qui revend une marchandise d'occasion. Et c'est beaucoup plus courant que le plagiaire soit traité de fripier que de chiffonnier. Et je crois y compris chez Nodier. Mais précisément, là où vous m'avez rendu service, Antoine Compagnon,
c'est que grâce à la métaphore du chiffonnier, j'ai réussi à m'approcher d'un peu plus près que jadis de cette œuvre de Diérès qui est très difficile à appréhender, à saisir dans sa cohérence. Et il me semble qu'avec cette métaphore, on a quelque chose, on tient quelque chose. Donc j'étais d'abord, je dirais, égoïstement content d'avoir travaillé sur ce sujet, parce que ça fait quand même des années que je tourne autour de l'œuvre de Nodier, et puis se poser bêtement, simplement la question, quel est le cœur de cette œuvre? Quels sont les éléments qui se rattachent quel est le vecteur fondamental de cette œuvre-là? Je n'ai jamais réussi vraiment à trouver le mot qui pouvait s'y rattacher. Je trouve que finalement, ça marche bien avec cette notion de chiffonnier. Oui, mais c'est une œuvre tout à fait fuyante. Vous l'avez décrit, je crois que tout le monde l'a bien ressenti. Elle est fuyante dans ces genres de la déambulation, des miscellanées, etc. Et puis, de cette généalogie, les références à Sterne, de Sterne à Rabelais, etc. Donc, dans tous les sens, elle est fuyante, aussi bien historiquement que géographiquement, pourrait-on dire, dans l'espace ou dans le temps. Et en effet, peut-être pour l'appréhender, il faut distinguer, comme vous le disiez, ces postures. Mais moi, je dirais que la posture du chiffonnier, c'est pas la même que celle du collectionneur, et que c'est pas la même que celle du fripier. Donc, que ces distinctions sont assez importantes si on veut comprendre. Oui, enfin, disons pour moi, dans ma perspective à moi, hein, pas dans la vôtre, en quoi le personnage du chiffonnier est un tel modèle pendant la période qui m'intéresse. Hein. Il n'y a pas de doute qu'il est un modèle dont j'avais jamais mesuré l'importance jusque-là, qu'il est très important. Et il est très important, mais je dirais ce n'est ni le collectionneur. Il est important entre le collectionneur et le plagiaire, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Il est ni l'un ni l'autre. Moi, ce que je verrais, ce qui me semble vraiment le plus intéressant, c'est ce que j'ai essayé de formuler tout à l'heure, c'est-à-dire trouver une place quand on sait qu'on n'est pas un grand écrivain. Nodier a toujours eu la conscience très intime qu'il ne serait pas un très grand écrivain, mais il a voulu aussi trouver sa place et il l'a trouvé dans les marges. Et peut-être que le chiffonnier de la littérature, c'est la seconde chance laissée à un écrivain d'exister quand même littérairement. La notion de grand homme, c'est pas à vous que je l'apprendrai, hein, le grand écrivain, le sacre de l'écrivain, elle est impressionnante. On a un Hugo qui domine tout le siècle. Nodier a fréquenté Hugo pendant plusieurs années et il a compris ce que c'était qu'un génie. Il a fréquenté aussi Balzac, c'est pas rien. Et il faut réussir à exister. Alors on va attraper les débris, les déchets, mais il en fait quelque chose. C'est en cela qu'il est poète aussi. Le chiffonnier poète, là, c'est celui qui réussit à transformer ces petits débris ces petits éclats en œuvre. Ça fait œuvre, même si ce sont, comme disait Sainte-Beuve très joliment, des hors d'œuvre. Mais le hors d'œuvre, c'est bon aussi quand on mange, non c'est bien. C'est pas le plat de résistance, mais c'est pas inintéressant non plus. Ça peut être très bien cuisiné. Oui. Oui. Oui, et en même temps, il me semble que, j'ai souligné plusieurs fois, il me semble que c'est Hugo qui est le grand chiffonnier. Mais Hugo, il est tout. Hugo, il est tout à la fois. Parce qu'il utilise, encore une fois, j'ai cité tout à l'heure un poème, les ressources du thème poétique et littéraire de la chiffonnerie sont exploitées dans le roman, dans la prose, partout. Donc, Hugo ne laisse rien à personne. C'est le grand drame de ce 19e siècle. Il ne laisse rien à personne. Non. Alors, il faut vraiment être très fort pour attraper quelque chose. Il reste des parcelles. Hein. Alors, l'Orient s'est déjà pris. Bon, alors les fameuses fleurs du mal, la même chose. Tout le monde est là à essayer d'attraper un bout de terrain, à l'exploiter pour pouvoir faire s'installer, faire sa place, quoi, tout simplement. Et Nodier, il parvient, alors qu'il est l'aîné, hein, je précise bien, il a quand même 20 ans de plus que ces petits jeunes que sont Musset, Sainte-Beuve et Hugo, quand il les rencontre.
Il aurait dû les dominer, et il a très vite compris qu'il ne pouvait pas les dominer. Il ne pouvait que leur transmettre, peut-être qu'il leur a transmis justement, peut-être qu'il leur a transmis cette idée qu'au fond, les petites choses, les minores, ce n'est pas inintéressant, et qu'en en tirant un petit fil, on pouvait arriver à l'essentiel. Hugo le comprend, ça, très très vite. On le voit bien dans le texte que j'ai cité tout à l'heure. Lui aussi, il est fureteur, lui aussi s'intéresse aux petits bouts qui restent. Oui. Et on verra que dans son œuvre, il ne négligera pas le détail, tant s'en faut. Oui, oui, non, vous avez raison. Il y a cette importance, cette importance de l'érudition, des annas, hein, de l'anecdote, sur la place de l'anecdote. Elle traverse toute cette littérature. Oui, et puis alors il y a ce côté. Alors voilà, j'ai pas lu ce livre, il faut que j'aille le lire. Le côté Paris historique, promenade, 1838. Donc, vous voyez qu'ils ont tous écrit sur Paris. Tous écrits, ce sont tous des promeneurs de Parisiens. Je vous disais même que le Pierre Villiers, l'auteur du Chiffonnier, le panier aux épigrammes, a fait un guide de Paris sous l'Empire. Bon, il faut que j'aille lire ce Paris historique de 1838 pour voir s'il y a là aussi une sorte de... Enfin, quelle est la présence de Paris? Est-ce que c'est le Paris du... Est-ce que c'est le même... Est-ce que, par exemple, il y a un intérêt pour le Paris du chiffonnier? Je ne sais pas. Dans ce livre. Dans ce livre, vous ne retrouverez pas des petites choses sur les chiffonniers littéraires, ça je vous le dis d'avance, mais vous trouverez cette déambulation, comme c'était formulé dans la préface. J'en profite au passage pour dire que des œuvres complètes de Nodier sont en préparation actuellement. Nous travaillons une équipe, donc le directeur en est Jacques Rémy-Dahan, et ces œuvres paraîtront progressivement dans les années qui vont venir, là, au Classique Garnier. Donc ce sera peut-être l'occasion de reparler de Nodier et de le replacer à une place qui me semble pour le moment un petit peu inférieure à celle qu'elle devrait être. Oui, il est un carrefour tout à fait majeur de cette période. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le titre que vous avez évoqué, la corbeille de rognure, qui est bien évidemment comme le panier aux épigrammes ou panier aux ordures et toutes ces images qui rattachent bien. Il y a bien une poétique. Voilà, c'est ça. Chez Hugo, il y a une poétique de la chiffonnerie. Ici, comme vous l'avez dit, c'est plutôt une esthétique, en effet. C'est une sorte de dimension plus métatextuelle. Tout à fait. Et encore une fois, ce n'est pas par défaut. Je crois que tout d'un coup, Nodier comprend qu'il peut tirer parti de ces petites choses, de ces débris. Le titre « Corbeille de rognure », quand vous y songez, c'est très beau. Oui. Il assume ces rognures, cette corbeille, ce rien, ces petits riens. Il les assume et voilà, là, il fait acte poétique et il transforme la chiffonnerie en esthétique, en chiffonisme donc. Bien, eh bien, nous terminons là en vous remerciant et... Merci.